L'échiquier international, bienvenue à vous à Caracas. Pas de rupture constitutionnelle, le quotidien suit presque son cours normal. Nicolás Maduro, le président vénézuélien enlevé, ne semble pas être la clé de voûte du système politique du pays puisque celui-ci tient bon, visiblement en tout cas pour l'instant. L'intérêt principal des États-Unis, énoncé par le président Trump, est désormais le contrôle de l'industrie pétrolière. Les autorités de Caracas ont accepté de livrer 30 à 50 millions de barils aux États-Unis. Avec les recettes engrangées, Caracas n'achèterait que des produits américains, toujours d'après le président américain. De son côté, la présidente par intérim et ex-ministre du pétrole, Delcy Rodríguez, n'a pas commenté les déclarations de Donald Trump. Il faut le reconnaître, un grand poids pèse sur Madame Rodríguez, à savoir le maintien d'un côté de la cohésion du chavisme révolutionnaire, tout en veillant à ne pas provoquer la colère de la Maison-Blanche. On essaye de mieux comprendre la situation. À tout de suite. Venezuela, le pays tourne tant bien que mal une semaine après le raid américain. Des Vénézuéliens à peine remis de cette séquence de bombardement et de l'enlèvement de Nicolás Maduro, de leur président, craignent une nouvelle phase d'agression. Pour en parler, j'accueille avec grand plaisir, à partir de Lima, au Pérou, Romain Migus, journaliste spécialiste de l'Amérique du Sud et fondateur du site d'actualité de l'Amérique latine, lesdeuxrives.info. Bonsoir Romain Migus. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, vous étiez il y a quelques jours à Caracas, Romain, bien avant les événements ayant trait à l'opération Absolute Resolve. Je sais que vous êtes en contact avec beaucoup de Vénézuéliens. Alors, dites-nous pour commencer quelques mots sur ce quotidien après le passage de feu américain. Oui, alors on se rappelle que le 3 janvier, donc au matin, à l'aube, effectivement, le Venezuela a été bombardé, le président constitutionnel a été séquestré. Les premières réactions qui ont été celles du ministre de la Défense, de la vice-présidente Delcy Rodríguez et du ministre de l'Intérieur ont appelé les Vénézuéliens au calme et à la confiance dans le haut commandement politique et militaire de la révolution. Et cet appel a été suivi de fait, puisque dans les jours qui ont suivi, alors attention, les Vénézuéliens ont été outrés et traumatisés aussi par le bombardement de leur capitale, un fait qui est inédit dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Jamais il y avait eu un bombardement d'une capitale sud-américaine. Donc, en ce moment, je peux vous assurer que la tranquillité et le calme règnent dans les rues de Caracas. Les gens vaquent à leurs occupations. Il n'y a pas eu de supermarchés dévalisés, pillés, il n'y a pas eu d'émeutes, et plus important encore, il n'y a pas eu de coup d'État interne ou de tentatives de putsch au Venezuela. C'est le calme qui règne dans les rues de Caracas et des grandes villes du pays. Caracas, donc vous le dites, vous le confirmez, la vie et le quotidien est tout à fait normal. La question économique, on peut en parler, est vitale. Si on ne travaille pas là-bas, on ne mange pas. Mais les commerces sont ouverts, les transports publics ont repris. Les gens restent choqués malgré tout, mais mobilisés. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à une nouvelle phase de bombardement. Et pour cela, on nous parle de l'apparition des collectivos. C'est cette milice populaire pro-gouvernementale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il exactement? Oui, alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. À Caracas, à Alger, à Paris et à Madrid, si on ne travaille pas, c'est difficile évidemment pour pouvoir remplir son assiette et ceux de ses proches. Je dis ça pourquoi? Parce que le Venezuela a eu un regain économique ces dernières années et il a clôturé l'année selon le FMI avec 8% de croissance. C'est-à-dire que la crise économique qui était comme conséquence du blocus le Venezuela s'en échappait. Et justement, ce qui va suivre désormais est assez intéressant. Les États-Unis n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient fait en Afghanistan ou en Irak, c'est-à-dire arriver, bombarder, envahir et mettre un homme de paille comme Hamid Karzai en Afghanistan ou un proconsul comme John Negroponte en Irak. Pourquoi n'ont-ils pas pu? Parce que le Venezuela compte sur une armée loyale de 300 000 hommes, 200 000 policiers et sur 2 à 3 millions de miliciens qui est une armée populaire entraînée aux techniques de guérilla urbaine. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas voulu, dans une année électorale, envahir le pays, ce qui serait traduit par certainement des centaines de militaires états-uniens qui seraient retournés au pays dans des sacs mortuaires.
Et donc c'est intéressant parce que le pays, la Maison-Blanche a compris que pour la deuxième phase, qui est la phase de négociation pétrolière, il devait s'appuyer sur les autorités en place à Caracas et pas sur des autorités fantoches comme ils avaient fait jusqu'à maintenant avec M. Guaido ou maintenant avec Mme Machado. C'est le propre président Trump qui a mis Mme Machado sur la touche en déclarant qu'elle n'avait ni soutien ni respect au Venezuela. Ça, c'est important, c'est un tournant dans l'avenir proche qui se dessine en ce moment même avec dans la phase, on va dire, pétrolière de l'attaque, je dirais. Si on remonte dans le temps, la population du Venezuela se savait menacée depuis des années. Depuis 10 ans, Washington mène, il faut le dire, une guerre asymétrique, sanctions économiques, mesures coercitives de toutes sortes. On entrave la vente de pétrole, ce qui fait baisser le PIB du Venezuela. Et cela ne date pas de Trump, mais de Obama. C'est pour ça que je disais au départ, au Venezuela, la situation économique est quand même hypothétique. C'est pour ça que si on travaille pas, c'est très très compliqué. Il n'y a pas de matelas, je veux dire, c'est presque, il n'y a pas de matelas social assez étendu pour protéger tout ça, puisque le pays était attaqué depuis pas mal d'années, sans parler de la guerre de communication. Mais cette tension américaine est montée d'un cran pour devenir militaire. Comment vous l'expliquez, vous qui connaissez bien le pays? Vous y avez vécu aussi, je crois. Ah oui, oui, j'ai vécu plus de 10 ans au Venezuela en fait, vous avez dit à juste titre que depuis une dizaine d'années, il y avait une guerre asymétrique, une guerre hybride très forte contre le Venezuela. Je pense qu'on peut même dire depuis 26 ans, c'est-à-dire depuis l'accession d'Hugo Chavez au pouvoir, les États-Unis n'ont jamais été disposés à laisser un pays qu'ils considèrent comme formant partie de leur arrière-cour à mener une politique souveraine, autonome, de diversification de son économie et de ses clients pétroliers. Et depuis le début, il n'y a eu de cesse de la part des États-Unis que de fomenter des coups d'État, des tentatives de déstabilisation, de l'ingérence, de la subversion. Et donc, avec plusieurs escalades, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, avec un blocus de l'économie vénézuélienne qui est le grand responsable de l'exode de plusieurs millions de Vénézuéliens à l'étranger ou de la dégradation de l'industrie pétrolière. Écoutez-moi, il y a eu un truc très drôle qui s'est passé hier à la Maison-Blanche où Donald Trump recevait des compagnies pétrolières, des majors pétrolières, comme on le voit sur l'écran, justement, sur votre écran. Et alors, Trump demande au PDG d'Haliburton, donc une entreprise de services pétroliers, depuis quand n'êtes-vous plus au Venezuela? Il dit depuis 2019. Et pourquoi avez-vous quitté le Venezuela? À cause de vos sanctions, président Trump. Donc c'est le paradoxe. Cause des sanctions. Oui, exactement. Donc là, on va voir la situation va se réaccommoder d'une manière ou d'une autre, que le pétrole vénézuélien ou l'argent soit orienté à acheter des biens et des services aux États-Unis. Mais je dirais pourquoi pas, si cela peut faciliter les échanges commerciaux entre ces deux pays. Il n'y a aucun problème, si cela peut favoriser, on va dire, la qualité de vie des Vénézuéliens. Ce sont les États-Unis, avec leur blocus infamant et criminel, qui se sont eux-mêmes auto-exclus et ont obligé Caracas à trouver des voies de secours dans le monde aussi multipolaire. Alors c'est très bien, parce que ça participe à la construction du monde multipolaire, mais acheter des produits au lointain Iran ou à la lointaine Turquie, évidemment que c'est toujours plus difficile que de l'acheter à un pays qui est à 3 heures de bateau du pays, exactement. Alors Maduro et le Venezuela, beaucoup de choses ont été dites. On nous dit on a asséné que c'était un dictateur. Enfin, les Occidentaux le disent depuis pas mal de temps. Mais quand on fouille un peu, par exemple, quand on s'arrête lors de la dernière élection présidentielle en juillet 2024, Nicolás Maduro a remporté 51,97%, soit plus 7% de la candidate de l'opposition, grâce notamment au soutien massif de la classe ouvrière composée principalement d'afro-descendants et d'autochtones. Lors de ce scrutin électoral, il y a eu 9000 observateurs électoraux internationaux et 1300 journalistes étrangers, lesquels ont largement confirmé les résultats des élections. D'ailleurs, quand on a demandé, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, quand on a demandé à Trump s'il comptait installer Maria Corina Machado, qui affirme à bord, elle, remporter 70% des voix, il nous dit, Trump, je répète sa phrase, en substance, je pense qu'il serait difficile qu'elle soit à la tête du pays, elle ne bénéficie d'aucun soutien ni du respect au sein du pays.
Tout à fait, tout à fait. J'étais C'est-à-dire que si sur le déblocage de Maduro, dictateur, quand on voit un peu les données objectives, on est loin de ce qui a été dit par Macron, déjà le président français lui-même. oui, bon, c'est anecdotique, hein, ce que dit le président français dans la grande bataille géopolitique mondiale. Mais effectivement, comme vous le rappelez, alors déjà, il y a plusieurs oppositions. Il y a une opposition radicale, extrémiste, qui promeut le bombardement de son propre pays, qui vit à l'étranger, avec leur famille. C'est pratique, puisque s'il y a bombardement, personne ne mourra. Et puis, il y a une opposition au Venezuela, une opposition de longue date, puisque un de ses membres, par exemple, est deux fois candidat à la présidentielle, Enrique Capriles Radonski. Et donc, il y a des députés d'opposition, il y a des gouverneurs d'opposition, il y a des maires d'opposition, il y a des médias d'opposition, il y a une grande partie du secteur entrepreneurial qui est d'opposition, etc., etc., non? Je dis ça pourquoi? Parce que à Caracas, on peut très bien aller dans la rue, regarder un média qui va être d'opposition, dire son mécontentement par rapport au gouvernement. Ça ne pose absolument aucun problème. Ce qui est vrai en revanche, c'est que depuis 26 ans, il y a eu, le Venezuela n'a jamais eu de trêve dans la tentative de déstabilisation du pays. Et la présidence de Maduro a été, ces tentatives ont été accrues. Et accrues, des fois, avec beaucoup de morts. C'est-à-dire soit par des colonnes paramilitaires, soit par des mercenaires sur place, soit par des manifestations ultra-violentes qui se sont traduites par le sang du Venezuela. Il y a eu des militaires ou des policiers ou des partisans de chavistes qui ont été brûlés vifs par les troupes d'opposition. Donc, effectivement, on peut dire que le gouvernement aussi, au fil des années, s'est un peu raidi et n'accepte plus ce qui, par le passé, ou en tout cas au début de la révolution bolivarienne, il laissait, on va dire, couler. Mais pourquoi n'accepte-t-il plus? Pour préserver la paix sociale au Venezuela. En revanche, il y a tout un aspect, et c'est pour ça qu'il est fantaisiste de dire que c'est une dictature, parce que en plus de la démocratie libérale qui continue d'exister avec la présence de députés et de politiciens d'opposition, il y a tout un grand pan de démocratie participative et protagonique, de démocratie directe, de conseils communaux où par communauté de voisinage, les gens font des assemblées populaires et décident de leur futur. Et aujourd'hui, on est arrivé à une consolidation aussi de ce modèle où même 4 fois par an, les gens votent pour des projets d'infrastructure au niveau de leur communauté de voisinage. C'est extrêmement intéressant puisque les gens ne délèguent plus leur souveraineté pendant 4 ans ou 5 ans à un représentant qui d'ailleurs dans les pays occidentaux se contente de trahir, alors pas tout le monde bien entendu, mais exercent leur souveraineté et la démocratie tous les jours dans les rues du pays. C'est extrêmement intéressant, extrêmement encourageant, et le seul fait d'aller voir cela sur place a réussi à balayer les accusations de dictature, bien entendu. Alors, selon un sondage Ground News, 64% des Vénézuéliens vivant à l'étranger soutiennent l'invasion ou une invasion américaine, mais 66% des Vénézuéliens vivant au Venezuela sont contre. Conclusion, est-ce qu'on peut dire que la diaspora vénézuélienne représente les intérêts des classes supérieures? Alors, pas que des classes supérieures, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le temps de réaction du gouvernement au blocus, qui est un blocus criminel qui a littéralement saboté et détruit une partie de l'infrastructure économique du Venezuela, jusqu'à ce que, post-pandémie, le gouvernement réagisse et améliore le quotidien des Vénézuéliens. Mais donc, dans les années de 2015 à 2019-2020, effectivement, il y a eu une grande partie des Vénézuéliens, enfin des classes populaires aussi qui a touché, qui ont dû migrer. On parle de 5 millions de Vénézuéliens. Alors le chiffre augmente en fonction des positions politiques, mais en tout cas c'est un chiffre évidemment très important. Or, il se passe que la migration vénézuélienne obéit à des codes et des représentations cognitives communes qui sont de plus en plus éloignées de la réalité sociale de leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre entourage esthétique. Ils ont des musiques communes, des humoristes communs qui parlent tous et qui créent une espèce de réalité parallèle et qui
qui donne lieu finalement à une représentation collective de plus en plus différente à ce que vivent les Vénézuéliens dans le pays. Il y a un abysse qui s'est créé. Si vous voulez, c'est comme si, pour prendre l'exemple, c'est comme si, pour prendre l'exemple de l'Algérie, donc des Algériens qui nous regardent, c'est comme si vous aviez des millions d'Algériens qui avaient comme représentation l'Algérie coloniale, où la France régnait, et puis la différence est évidemment avec l'Algérie aujourd'hui autonome et souveraine. Donc les voies de communication sont de plus en plus difficiles, le blocus a littéralement détruit la communauté nationale dans son ensemble, et effectivement les référents ne sont plus les mêmes. Et pour cette migration qui ne reviendra pas, peu importe la stabilité du pays dans les mois et années futures, elle a établi depuis 10 ans ses bases et sa façon de vivre dans les pays étrangers, c'est oui, très peu probable qu'elle revienne. Et évidemment, elle constitue la base de l'opération la plus radicale, puisque c'est désormais une vision identitaire et pas seulement politique qui l'émeut. Le président américain Donald Trump a réuni, vous l'avez dit hier, les grandes entreprises pétrolières américaines pour revenir au Venezuela. Le président américain a annoncé que Caracas fournirait gratuitement entre 30 et 50 millions de barils aux États-Unis, ainsi que le contrôle de tous les gisements avec à la clé des milliards de dollars de gains immédiats pour Washington. Pas de commentaire de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui doit camper à la fois entre la défenseur du chavisme tout en coopérant avec Trump, sans pour autant apparaître comme étant sa marionnette. C'est un jeu d'équilibre un peu délicat pour la présidente par intérim. Pareil pour Trump, hein. Entre ce que Trump dit, ce qu'il voudrait faire et ce qu'il fait, il y a différents espaces, on va dire. Vous me concéderez, Romain, que la pression n'est pas pareille entre les deux. Oui, ah oui, non, mais ça, évidemment, bien évidemment. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est quand Trump dit nous allons saisir entre 30 et 50 millions de barils du Venezuela, en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, il y a 17 millions de barils qui sont dans des tankers pétroliers dont les tankers pétroliers n'ont pas été livrés parce que les compagnies se demandaient qu'est-ce qui allait se passer ici, le conflit, l'enlèvement du président de Maduro n'allait pas dégénérer en une bataille navale. Donc ils sont restés, et une grande partie de ces tankers, une partie va aller en Chine, l'autre partie c'était dans les accords énergétiques avec Chevron. Donc en fait, vous allez voir effectivement dans ces 17 millions de barils, donc c'est déjà la moitié de ce que Trump dit vouloir saisir, il y a la moitié qui est déjà dans des accords commerciaux avec le Venezuela, ou une grande partie. Donc vous voyez, tout le monde joue aussi un jeu de dupes. Et alors effectivement, hein, au Venezuela aussi, on essaie de préserver, d'avoir une narrative qui fasse un peu oublier, on va dire quand même, l'opération spectaculaire des États-Unis qui ont tout de même capturé le président à la barbe des services de sécurité qui étaient censés le protéger. Donc, effectivement, là, on s'avance en réalité vers des négociations pétrolières et vers le retour progressif de compagnies pétrolières à Caracas. Et là, si vous avez suivi un peu ce qui s'est dit à Washington sur ce thème, en réalité, depuis plusieurs mois, parce que c'est pas nouveau, hein, le président Maduro était déjà dans des conversations avec des majors pour les faire revenir au Venezuela. Et depuis octobre-novembre, quand Trump a commencé à dire que les compagnies pétrolières allaient faire beaucoup d'argent, etc., une grande majorité lui a opposé une fin de non-recevoir. Ils ne sont pas intéressés. On pense par exemple à Exxon ou Conoco. Et d'autres ont dit oui, mais c'est d'autres qui opéraient au Venezuela, qui ont été soit exclus par Trump lors de son premier mandat, soit récemment. Mais une multinationale comme Chevron, par exemple, qui s'est totalement maintenue durant toutes ces années, va être largement bénéficiaire des futurs accords pétroliers entre les États-Unis et le Venezuela. Alors on voulait consacrer cette émission sur Delcy Rodriguez pour faire plus ample connaissance avec elle. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. On a trouvé un article, un entrefilé d'un journal de droite américain, le Miami Herald, qui date d'octobre 2025, qui révélait l'existence de négociations secrètes qui seraient tenues au Qatar quelques mois plus tôt entre Delcy Rodriguez et son frère Jorge
aux responsables également politiques du Venezuela. Alors, les frères et sœurs, le frère et la sœur Rodriguez, d'un côté, les Américains de l'autre, les Rodriguez auraient proposé aux Américains le départ de Maduro et de prendre la tête d'un gouvernement de transition. On parle de l'existence d'un pacte, le pacte de Doha, qui n'a pas été confirmé, mais Tamim Ben Hamad El Thani aurait probablement pesé dans la décision de faire confiance de la part des Américains à Delcy Rodriguez. D'ailleurs, pour l'anecdote, le feu Hugo Chavez ne s'est jamais bien entendu avec Delcy Rodriguez, il s'en est même séparé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette information qui émane encore une fois du journal de droite, le Herald Tribune, qui date d'octobre 2025? Alors, d'une part, la première observation, c'est qu'il ne faut, si l'information vient du Miami Herald, on peut avoir une certitude, c'est qu'elle est fausse. La deuxième, vous avez dit des réunions secrètes à Doha, elles sont pas secrètes du tout. Elles ont été annoncées et même une partie des négociations, ce qui pouvait se dire, a été divulguée par le président Maduro et elles ne sont pas récentes. Il y a toujours eu des cycles de négociations entre, au début, l'opposition et toutes les oppositions, l'opposition démocratique et l'opposition extrémiste et le chavisme. Et puis lorsque le chavisme a vu que l'opposition extrémiste finalement se contentait d'être une caisse de résonance de Washington, ils ont dit bon, on va sauter un échelon et on va directement négocier avec avec les maîtres finalement. Hein. Et donc il y avait des canaux de communication qui étaient ouverts, qui sont fermés d'ailleurs par la suite. On se rappelle qu'en novembre, le président Maduro a dit attention, les canaux se ferment de négociation. Le président Maduro avait nommé les frères Rodriguez dans ces négociations. D'ailleurs, Jorge Rodriguez a toujours été le chef des négociations entre l'opposition et le chavisme, ou entre les États-Unis et le Venezuela. Donc en fait, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de complot, il n'y a pas eu de trahison institutionnelle. Je pense et on le saura, parce qu'il va y avoir certainement des enquêtes, et on saura certainement à un moment donné qui, au sein du cercle rapproché de Nicolás Maduro et de manière personnelle, a trahi. Ça, il y a déjà, on va dire, des soupçons, notamment, des enquêtes, etc. Mais il n'y a pas eu de trahison institutionnelle. De fait, j'en veux pour preuve que dès que la capture, l'enlèvement de Nicolás Maduro a été su, il y a eu la tenue d'un conseil de défense où le Venezuela a répondu en tant qu'État et où étaient présents le haut commandement militaire, les autorités de la police, les vice-présidents sectoriels, des représentants du pouvoir judiciaire, des pouvoirs législatifs, du pouvoir moral, du pouvoir exécutif et des représentants des pouvoirs locaux, c'est-à-dire l'État vénézuélien. Et il a été déclaré de manière commune que tout le monde reconnaît que le président constitutionnel du Venezuela est Nicolás Maduro et que Delcy Rodriguez n'est que la présidente en charge. Donc en réalité, cette théorie ne tient pas debout, mais, et d'ailleurs que ce soit le Miami Herald qui la diffuse, c'est normal, parce qu'en fait, elle visait à semer la zizanie au sein du camp chaviste, au sein de la révolution bolivarienne et au sein des secteurs de l'État, pour qu'il y ait des dissensions et une implosion finalement de l'État vénézuélien. Ça n'a pas marché. Mais Romain, ça n'a pas marché. Delcy Rodriguez a été en même temps ministre de l'économie, ministre du pétrole, et en 2015, elle était convaincue qu'il fallait quand même se rapprocher des États-Unis. D'ailleurs, c'est sur son ordre que l'entreprise Sigo Petroleum, la filiale américaine de la compagnie publique du Venezuela, aurait effectué un don de $500 000 pour financer la cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 2016. C'est en tout cas ce que révèle le journaliste américain d'Associated Press mercredi. Il s'agit de Joshua Goodman. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Oui, je vous dis qu'en fait, c'est la ligne C'est aussi, ça fait partie de cette volonté de semer la dissension au sein de l'organigramme de l'exécutif politique vénézuélien. Alors, en ce qui concerne Citgo, effectivement, totalement, puisque vous m'avez dit 2015, si ma mémoire en 2015, même elle ne me faillit pas, et je ne pense pas qu'elle me faillisse, en 2015, Delcy Rodriguez est ministre des Affaires étrangères, donc elle n'a pas d'impact sur l'industrie pétrolière. Citgo, qui plus est, était une entreprise autonome
lié à PDVSA, mais autonome de droit états-unien, qui par la suite a été volé et confisqué par les États-Unis et volé complètement. Donc en fait, mais, non, en fait, non, ça va pas. Et puis même si ils avaient fait un don, parce que Citgo faisait des dons, ça y a aucun problème. C'était une société des États-Unis, dont d'ailleurs, je tiens à dire que tout le directoire de cette entreprise a été mis en prison au Venezuela pour trahison à la patrie. Et la plupart des personnes qui géraient Citgo étaient de nationalité états-unienne et vénézuélienne. Ils ont été mis en prison pendant plusieurs années à Caracas avant d'être libérés lors d'une libération de prisonniers. C'était des traîtres à la patrie dans certains autres pays. Ils les pourriraient encore dans les cachots vénézuéliens. Mais rapidement, donc là, vous voyez, c'est des éléments comme ça qui d'ailleurs ne prouvent rien et qui sont un peu décontextualisés ou qui sont factuellement faux. Donc, je ne pense pas, je réitère, je pense que Delcy Rodriguez et sa politique s'inscrit dans le cadre de ce qui avait été défini précédemment par le président Maduro. Hein. Je crois qu'il faut écouter l'interview, par exemple, que fait Ignacio Ramonet au président Maduro 2 jours avant. Il ne dit pas le contraire de ce qu'est en train de faire Delcy Rodriguez en ce moment. Merci Romain, ça sera le mot de la fin. Merci Romain Migus, journaliste et spécialiste de l'Amérique du Sud et à tous ces éclaircissements, fondateur du site d'information Les Deux Rives. Je vous dis à bientôt Romain et encore merci. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour l'invitation. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain et bonne soirée.